Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo pour cette fois-ci vous parler des stages, donc quelque chose d'important dans le BTS Tourisme. Donc ma vidéo va se dérouler en trois parties. Dans un premier temps, je répondrai à pourquoi bien choisir son stage, puis comment trouver un stage, je vous donnerai mes conseils pour en trouver un. Et enfin, je développerai en détail les stages que j'ai effectués durant le BTS. Je vous dirai comment je les ai trouvés moi et ce que j'y ai fait en détail et mon bilan. Donc, dans un premier temps, pourquoi bien choisir son stage? Donc déjà, c'est important de faire des stages qu'on aime. Donc c'est-à-dire, on ne va pas dans un stage où on pense qu'on n'aime pas du tout faire ça, que ça va nous ennuyer. Non, il faut vraiment choisir quelque chose qu'on sait qu'on va aimer. Après, le stage il est important parce que il peut déboucher sur un emploi saisonnier. C'est-à-dire que les stages, par exemple, le premier stage en première année, moi, c'était fait en mai et juin. J'avais la possibilité après de faire une saison. Si le stage s'est bien passé, si on aime et que le directeur ou la directrice est prêt à vous prendre, il faut foncer. Donc, ça peut aussi déboucher sur un poste permanent. Donc c'est pour ça que le stage est vraiment décisif. Aussi, il va vous permettre d'apprendre le maximum de choses. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser à l'après-études. Comme ça peut déboucher sur un poste permanent, il faut absolument que vous le choisissiez bien. Également, on a un livret pro à compléter durant la formation. Donc il est important de valider le maximum de compétences, d'apprendre le maximum de choses. Pas un stage où vous n'allez rien faire, sinon vous n'allez pas pouvoir remplir votre livret pro. Et il est important pour la validation du BTS. Aussi, un stage où vous avez la possibilité de progresser, c'est-à-dire que vous ne faites pas toujours la même chose, que vous pouvez apprendre plein de choses et que vous pouvez être autonome durant votre stage. Ça, c'est très important de mettre les points dès le début pour que vous puissiez être autonome. Également, le stage, vous allez devoir et pouvoir l'inscrire dans votre CV. Lors des entretiens futurs, après les études, il faut que vous puissiez en parler, vous puissiez développer ce que vous avez fait, les compétences. Si vous ne pouvez pas en parler, ça va être un peu compliqué. Donc, comme c'est quelque chose qui va apparaître dans le CV, il faut que vous le choisissiez très bien. Et également, il est important aussi de choisir son stage pour pas faire ces deux stages au même endroit. C'est-à-dire que je vous le déconseille de faire les deux stages au même endroit, à part si vraiment vous pouvez faire deux postes différents, mais ce qui est très compliqué. Et, ça permet quand même d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande, si vous en faites à deux endroits différents. Avec ces points, voilà, il faut bien choisir son stage, c'est très important. Donc ensuite, comment trouver un stage? Donc mes conseils. Donc dans un premier temps, il faut avoir un CV et une lettre de motivation à jour et du béton. Pour le CV, il faut vraiment qu'il soit avec une photo récente, pas la photo que vous avez faite il y a 4 ans, euh, et une photo professionnelle. C'est-à-dire pas une photo où vous êtes en vacances, voilà, une photo professionnelle, donc avec une tenue professionnelle. Moi, je sais que ma photo, je l'ai faite avec de la lumière et on vous voit très bien et avec les cheveux attachés pour les filles et une barbe rasée pour les garçons. Ça, c'est très important. Et aussi, sur le CV, ne pas oublier les intérêts professionnels, personnels, pardon, parce que ça va aider les professionnels à connaître votre personnalité. Ça compte beaucoup pour les stages, selon moi, parce que j'ai eu beaucoup d'entretiens où ils m'ont posé des questions sur mes hobbies et ce que j'aime faire en dehors de la vie professionnelle. Pour la lettre de motivation, elle doit être personnalisée. Elle ne doit pas être copier-coller d'Internet parce que ça, tout le monde peut le faire. Elle doit être personnalisée aussi pour chaque entreprise. N'envoyez pas la même lettre de motivation pour toutes les entreprises. Essayez de personnaliser au maximum. Aussi, ce qui est important, selon moi, c'est d'avoir un compte Skype à jour parce qu'il y a des entretiens qui ne peuvent pas se faire en face à face.
Donc il y a des responsables qui ne sont pas forcément sur place et donc ils vont vous proposer un entretien Skype et comme ça vous pouvez direct leur dire écoutez moi j'ai un compte Skype, voici le nom, donnez le lien et comme ça c'est très rapide. Donc vous le faites rapidement et avec aussi une adresse mail correcte, c'est-à-dire avec une adresse mail nom prénom, pas la petite bombe du 83 par exemple, mais oui, avec prénom nom et une adresse Gmail, c'est le mieux. Franchement, c'est le mieux. Les adresses Gmail sont très professionnelles, sont bien vues et en plus faciles d'utilisation. Donc après avoir fait ça, il faut démarcher. Donc ce qui est le mieux, ce que j'avais fait moi, après ce sont mes conseils, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément pour tout le monde, mais ce sont seulement des conseils. Moi j'avais créé une base de données. Donc sur Excel, j'avais fait la liste des coordonnées pour chaque entreprise. Donc au moins c'était clair. Et j'appelais les entreprises pour avoir leurs coordonnées. Donc c'est-à-dire avoir les coordonnées du chargé de recrutement. Parce que vous pouvez avoir une adresse mail sur internet qui est juste info et là ça va pas direct au chargé de recrutement. Donc moi je demandais par téléphone le chargé de recrutement, le nom, comme ça sur la lettre de motivation vous vous adressez directement à la personne chargée du recrutement et si possible le numéro de son bureau. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir son numéro direct, c'est encore mieux. Et n'hésitez pas à vous présenter dès le début. Comme ça, ils peuvent communiquer entre eux. Oui, Madame Intel s'est présentée au téléphone. Et après, vous pouvez envoyer votre candidature par mail ou en main propre si vous pouvez le faire. C'est toujours bien vu de la déposer en main propre. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, faites-le. C'est très bien vu. Et surtout, faites bien attention aux fautes d'orthographe. Quand vous envoyez un mail, quand vous envoyez le CV, la lettre de motivation, il faut qu'il n'y ait vraiment aucune faute d'orthographe. Et en troisième lieu, vous avez les relances. Donc après avoir fait tout ça, il faut relancer. Quand vous n'avez pas de réponse, vous relancez. Ça, vous inquiétez pas, vous ne dérangez pas. Donc moi, je le faisais tous les 3 jours, je relançais par téléphone ou par mail. C'est pas insister, c'est très bien vu parce qu'au moins ça prouve que vous êtes motivé pour le poste et, là vous allez voir que les recruteurs ils vont aimer parce qu'ils vont se rappeler de vous du coup et vous montrez toujours votre motivation pour l'entreprise, toujours montrer bien sa motivation par téléphone ou par mail et après donc lors de l'entretien l'entretien franchement c'est simple surtout pour un stage. Donc il faut par contre, j'insiste beaucoup sur la présentation, c'est-à-dire tenue professionnelle. Vous arrivez à la même tenue professionnelle que vous avez au lycée. Nous, on avait une tenue professionnelle au lycée, donc j'arrivais toujours en tenue pro. L'apparence, elle est très importante parce que c'est l'image de l'entreprise que vous allez donner. Donc il faut que vous vous présentiez très bien. Ensuite, la troisième partie de ma vidéo, donc mes stages, comment je les ai trouvés, ce que j'y ai fait et mon bilan. Donc dans un premier temps, mon premier stage, je l'ai fait, donc il a duré, pour la première année, il a duré 7 semaines, donc c'était durant les mois de mai et juin. Donc j'ai choisi de le faire à l'office de tourisme, donc dans un office de tourisme sur la Côte d'Azur, donc j'avais le poste de conseillère en séjour, c'est l'intitulé du poste que j'avais. Donc moi j'avais candidaté par mail avec le CV et la lettre de motivation, j'avais pas besoin de faire de relance parce qu'on m'avait répondu assez rapidement. Mais on m'avait pris moi parce que j'avais été la première à candidater, parce qu'il y a une personne qui avait envoyé un mail 1 heure après et il l'avait pas pris. Voilà, donc ça prouve bien qu'il faut candidater dès le début quand on vous donne les dates de stage ou quand vous débutez direct les candidatures. Parce qu'il y en a d'autres qui vont postuler. Sachant que la Côte d'Azur, c'est pas très grand, tout le monde va postuler au même endroit. Donc plus vite vous allez, mieux c'est. Donc moi, durant mon stage, j'avais fait de l'accueil et de la transmission d'informations sur le territoire. Donc en français, en anglais et en espagnol. Ça, c'était mes langues respectives. Si vous parlez italien, ce sera en italien.
Et j'avais fait également de l'accueil croisière. Donc j'avais la chance d'être dans un port qui accueille les croisiéristes, les bateaux de croisière. Donc là, j'accueillais les croisiéristes en gare maritime. Et je faisais également des visites guidées gratuites aux croisiéristes. Donc ça me permettait vraiment de m'habituer aux visites guidées. Et en plus, comme c'était gratuit, euh, les croisiéristes n'avaient pas une grande attente sur la prestation. Et en plus de ça, les croisiéristes, ils donnaient des pourboires. Donc c'est le point positif, surtout quand vous n'êtes pas payé en stage. Et je faisais aussi également la mise à jour des données, des affiches par exemple sur la devanture de l'office. Il faut les mettre à jour, il ne faut pas laisser une affiche qui est périmée depuis 2 jours. Je mettais la météo, je mettais les brochures à jour. Quand il y avait des gens qui nous apportaient des brochures, je les mettais sur les présentoirs, j'organisais les présentoirs. Et je faisais également le traitement et l'envoi du courrier postal et également par mail aussi. Et je répondais au téléphone. Donc ce qui a été très bien dans ce stage, c'est que j'ai été autonome dès le premier jour. C'est-à-dire que j'avais des personnes derrière moi, mais j'étais autonome dès le premier jour. Donc j'ai beaucoup aimé qu'on me laisse autonome dès le début. Ça prouve qu'ils me font confiance. Et j'ai pu gagner en responsabilité. Donc j'ai appris beaucoup de choses durant ce stage et j'ai pu apprendre surtout les atouts du territoire. C'est très important quand on est en office de tourisme parce que on vend le territoire, hein. Donc c'est important de le savoir sur le bout des doigts. Après on ne sait pas tout forcément, donc moi j'avais mes collègues derrière moi quand j'avais une question et, et c'est vrai que moi, comme je ne suis pas de la région à la base, au début, je ne savais pas grand-chose. Mais c'est vrai que comme j'étais autonome, j'apprenais toute seule et j'ai appris vraiment rapidement. Et surtout aussi travailler en équipe, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler en équipe. Si vous avez un caractère bien prononcé et que vous n'arrivez pas à le mettre de côté au boulot, c'est un peu compliqué. Voilà. Et mon deuxième stage, je l'ai fait donc c'était durant 5 semaines cette fois-ci, et c'était pendant la période hivernale, donc novembre et décembre. Et je l'ai fait à l'étranger, au Mexique, dans un hôtel resort qui s'appelle l'hôtel resort Villa de Palmar. Donc c'est un hôtel 4 étoiles à Puerto Vallarta. Donc là j'avais envoyé ma candidature par mail et j'avais eu les coordonnées de cet hôtel grâce à ma professeure qui était au lycée, qui connaissait bien le chargé de recrutement là-bas et qui était en partenariat avec notre lycée. Donc là, j'ai eu une chance d'avoir ce partenariat avec mon lycée pour la sécurité et pour tout. C'est important, on ne part pas comme ça n'importe où. Et j'étais en tant que chargée d'accueil et d'animation. Donc je travaillais 6 jours sur 7 parce que là-bas, c'est comme ça. Et j'avais envoyé ma lettre de motivation et mon CV en anglais et en espagnol. Donc là, il faut bien la préparer, c'est pareil. Là, c'était en langue étrangère, donc il fallait que ça soit impeccable. Parce que il faut que vous parliez les langues. Si vous partez à l'étranger, c'est important. Vous n'allez pas arriver à parler français, sachant qu'eux ne parlent pas français. Donc c'est important d'avoir quand même un minimum, un petit niveau pour pouvoir échanger. Donc là-bas, je faisais de l'accueil clientèle chaque samedi pour les check-in et check-out. Donc je les faisais en anglais et en espagnol. Donc là, ce qui était bien, c'est que des fois on se déguisait donc, pour accueillir les touristes. Et on faisait des photos avec les clients, tout ça. Donc pendant la période de Noël, on était déguisés en lutin, tout ça. Donc c'est vrai que c'était rigolo et c'était bien. Et je faisais de l'animation. Donc là, toute la journée, de 9h à 17h, je faisais de l'animation. Donc comme du volley, de l'aquagym, d'autres activités et des feedbacks clientèle. Donc j'ai beaucoup aimé l'esprit d'équipe qui était important là-bas, une façon différente de travailler des Français et surtout une grande ouverture d'esprit et une culture différente. Donc ça m'a beaucoup appris de partir à l'étranger. Donc le bilan est que j'ai beaucoup aimé mes stages. Mes 2 stages m'ont apporté des choses complémentaires. J'ai réussi à évoluer grâce à ces stages et j'ai pu parler de ces 2 expériences lors de mes entretiens professionnels après le BTS. Donc j'ai pu échanger et développer sur mes stages parce que j'avais beaucoup appris et notamment sur mon stage à l'étranger qui a beaucoup plu aux recruteurs. C'est vrai que j'ai remarqué que le Mexique revenait souvent. Ils aiment bien cette ouverture d'esprit et quelqu'un qui soit capable de partir à l'étranger, travailler à l'étranger, c'est toujours bien.
Et mon premier stage a débouché sur un emploi permanent, d'où l'importance des stages.